cas, merci encore à tous d'avoir répondu présent pour parler tous ensemble donc du son direct et de la post-prod. Un vaste sujet que nous allons en fait aborder ensemble sous trois grands chapitres qui sont tout simplement les trois grandes étapes pour la construction d'un film. En l'occurrence, bien entendu, la partie préparation, les différentes discussions que l'on peut avoir avec la post-production, c'est-à-dire entre le son direct et la post-prod, la partie tournage, où là, éventuellement, pareil, est-ce qu'il y a des interactions qui se font entre la post-prod et le tournage, mais aussi sur la partie tournage, je voulais voir avec vous, discuter avec vous notamment de problèmes, enfin, en tout cas pas de problèmes, mais en tout cas d'aspects techniques, notamment sur les histoires de prémix parole, notamment sur la dynamique, les histoires de rephasage, donc un certain nombre de sujets intéressants. Et enfin, la post-prod à proprement parler, c'est-à-dire est-ce qu'il y a là aussi une sorte de continuité durant la chaîne de post-production et y a-t-il des interventions notamment sur la post-synchro de la part de l'ingénieur du son? Est-ce que l'ingénieur du son fait également un suivi de la post-prod? Voilà, donc ça c'est parmi les questions, les trois grands chapitres en tout cas que je souhaite aborder avec vous. Alors on commence par, je vais commencer tout de suite. Alors pour l'instant effectivement j'attends encore des gens, mais je vais démarrer. Euh, je voudrais, alors je n'ai pas Thomas Desjonquers avec qui je voulais voir quelque chose dès le départ, mais je vais poser la question à Olivier Dohu. Olivier, est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Tu as la possibilité de démuter ton micro éventuellement. Ça y est, c'est fait. Euh, Olivier, alors, comme première question sur la partie donc, préparation du tournage, je voulais simplement savoir est-ce qu'il y a un échange systématique qui se fait au final lorsque on est en préparation entre la partie post-production et la partie tournage? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est parfois pas possible? Est-ce que si c'est possible, est-ce que toi, par exemple, tu le fais euh, de manière constante? Ah, moi, je le fais presque systématiquement quand c'est possible. C'est-à-dire quand je suis engagé avant, que je sais qui va faire le son direct et qu'on peut parler. Et quels Euh, sont les sujets généralement que tu abordes avec l'ingénieur du son dans ces cas-là? ben, c'est variable. On essaye d'être un peu pragmatique. Ça dépend un peu des films, évidemment. On a discuté ensemble sur la série qu'on a fait ensemble. Euh, par exemple, on a choisi ensemble quel type de prise de son, quel type de micro. On allait voir, mais évidemment, moi, c'est pas moi qui suis sur le plateau, donc euh, c'est soumis à, c'est soumis c'est toi qui as le choix. Est-ce que généralement, au moment de cette préparation, est-ce qu'à la lecture d'un scénario, est-ce que la partie post-prod peut faire des demandes spécifiques à la partie tournage? Est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que dès la lecture du scénario, tu sais par exemple que tu vas demander à la partie tournage, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait? Oui, ça peut se faire si, par exemple, il y a des grandes scènes de figuration ou des choses comme ça. Évidemment, il faut organiser et penser à l'avance, à avoir les sons seuls qui vont correspondre, parce que ça, c'est très difficile à reproduire. Mhm. Euh, euh, oui, c'est des choses plutôt de cet ordre. Mhm. Je voulais poser la question aussi à Katia Boutin qui est avec nous, monteuse son. Katia, toi, à la lecture d'un scénario, est-ce que toi aussi, tu as à un moment donné, dès le départ, des demandes spécifiques éventuelles à faire auprès de l'ingénieur du son tournage? Alors évidemment, ça dépend des films, je suppose, Bien sûr. mais est-ce que ce type est-ce que ces demandes sont quasi systématiques en fonction du tournage? En fait, tu dis monteuse son, moi je suis plutôt monteuse parole, comme tu sais. Oui, oui, oui. Et du coup, par rapport, non, que ce soit au niveau technique, comme disait Olivier, moi je n'interviens pas du tout. Moi je laisse, je pense que ça c'est un truc aussi d'instrument de chaque ingénieur du son et qui saura comment choisir les bons instruments, j'allais dire.
Et après, on peut avoir un échange par rapport, surtout moi, l'échange que j'ai, c'est par rapport au workflow qui suivra après. Comment on va s'organiser, les fichiers, etc. Moi, je passe souvent J'allais y aussi. venir effectivement au niveau des tracks, des pistes et de la manière dont ça doit s'organiser, je suppose, sur ton Pro Tools. C'est ça. Après, moi, je suis très ouverte. C'est-à-dire que c'est moi qui suis à l'écoute de l'ingénieur du son et qui vais m'organiser en fonction de ça. J'ai l'impression que c'est moi qui dois m'adapter quand même à la manière de travailler de chacun. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent d'un ingénieur du son à l'autre, mais quand même, vous avez tous vos petites astuces, vos petites habitudes. Et moi, je pense que mon rôle, c'est aussi de m'adapter à ça. Et puis, non, moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est aussi de voir que la chaîne fonctionne. C'est-à-dire qu'avec l'assistant image, avec souvent, moi, je passe par DCA pour la confo des directs, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a l'habitude, Antonin, qui a l'habitude de gérer ça. Et s'il y a un souci technique là-dedans, un petit grain de sable, c'est lui qui saura gérer ça parfaitement. Et du coup, Donc, ça, je lui laisse gérer, vraiment. donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de demande spécifique entre mixeur, monteur son et ingénieur du son, par exemple, sur le type de micro, sur le type de son qu'on voudra obtenir sur tel et tel film. C'est très Moi, je n'ai rare. pas cette demande-là. Par contre, je rejoins Olivier quand, par exemple, à la figuration ou à des choses très spécifiques par rapport à certaines scènes où on se dit, tiens, là, j'aimerais vraiment que tu fasses un son seul parce que je sais que les conditions vont être difficiles et même son seul du texte, etc. Donc, ça, on peut échanger là-dessus éventuellement. Je voulais poser la question également à Steven Goutti, qui est avec nous, qui peut rallumer son micro peut-être. Steven, toi aussi, est-ce que la discussion, par exemple, du type de prise de son, du micro qui est utilisé, des HF qui sont utilisés, est-ce que ça, c'est des discussions que vous avez en prépa Alors déjà, est-ce que pendant la prépa, est-ce qu'on a ces discussions-là? Est-ce qu'on a un contact avec l'ingénieur du son déjà? Alors, comme dit Olivier, sur certains projets, on a la chance de connaître l'intervenant sur le son direct en avance. Parfois, les choses sont moins bien organisées et on bataille parfois un petit peu, peut-être parce que l'ingénieur du son n'est pas encore choisi, peut-être que, voilà, parfois paradoxalement, moi je sais que je bosse sur le film avant que l'ingénieur du son du tournage ne le sache, ce qui n'est pas nécessairement normal. Quand on peut avoir ces discussions dont on est friand, dont bien sûr ça fait partie du travail de discuter, de s'organiser un peu en avance, je vais avoir des demandes, je vais être un peu pénible sur certaines choses. En revanche, ce qui est naturel pour moi, c'est de laisser à l'ingénieur du son sur le tournage ses choix dans le micro, dans le type de micro, parce que c'est lui qui a fait possiblement, si c'est organisé comme ça, c'est lui qui a fait les repérages, les choses. Et son métier, lui, de savoir ce qu'il va utiliser comme type de micro par rapport à des décors, par rapport à des situations. Ensuite, moi, mes demandes plus particulièrement, elles vont aller dans le sens de ce que moi, je veux retrouver derrière, c'est-à-dire avoir une constance, on va dire, dans la manière de prise de son, même si je sais qu'il faut s'adapter parfois à chaque comédien, il faut s'adapter à chaque décor. Moi, j'ai besoin en revanche par exemple, de savoir que si on équipe un comédien c'est pas juste équipé sur un plan large en HF, et pour moi, il faut qu'il soit équipé pour toute la séquence parce que c'est des questions de raccord, c'est des questions d'avoir Ça, c'est des discussions que tu as avec l'ingénieur du son, hein, ce type par exemple, ce type de remarque, ce type de demande, tu l'as avant le tournage, en fait. Quand je peux, quand on a le temps parfois on n'a pas le temps de se croiser, donc parfois c'est un échange de mails, parfois c'est un coup de fil, parfois on se voit réellement et c'est quand même plus sympa. Après, les gens ont, que ce soit moi, que ce soit les ingénieurs du son à qui je peux être amené à parler, voilà, on a tous des plannings parfois un petit peu compliqués, donc on essaye en tout cas de communiquer. Je pense que le plus important, c'est de communiquer. Malheureusement, parfois c'est compliqué. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu un projet avec un ingénieur du son belge c'est pas parce qu'il est belge, mais en tout cas, je savais qui c'était, j'avais ses coordonnées, je lui ai envoyé 3 mails, il m'a jamais répondu. À l'arrivée, le son, c'était une cata parce que c'était absolument pas ce qu'il, à mon sens, fallait faire. C'est vraiment le son, c'était vraiment pas bien. Et là, je regrette qu'il n'ait pas répondu à mon mail, qu'on ne se soit pas un peu parlé.
Ça aurait peut-être pas changé dans l'absolu, parce que si c'est comme ça qu'il bossait, c'est peut-être comme ça qu'il voulait bosser. Mais moi, je suis demandeur, en tout cas, d'échanger, de discuter. On est sur le même projet, on fait partie d'une équipe, d'une équipe voilà, de la prépa jusqu'au mix final. C'est une équipe qui fait le son d'un film. C'est pas. Mhm. Donc pour vous quand même, pour l'ensemble, pour Olivier par exemple, pour toi, de toute façon, il semble tout à fait primordial, on est bien d'accord, que d'avoir cet échange dès le départ. Je crois que c'est tout à fait obligatoire de cette mise en contact et cette discussion. Bien sûr, dans un monde idéal, oui, mais des fois, on est engagé après, donc on l'a pas. Il y a une autre question qu'on aborde, enfin, en tout cas, moi, que j'aborde souvent quand il y a, quand il y a cette discussion, c'est la question du pré et du post. Mhm. Euh, On va enregistré en pré discuter de ou ça enregistré en juste post. après. On va D'accord, juste alors, discuter de ça j'anticipe après, pas la sur la partie discussion, tournage. d'accord. Juste la partie tournage, je voulais vraiment voir quelles étaient également. Alors, j'ai quelques questions déjà, notamment Il y a une Katia question, ouais, qui je vois parlait ouais. Katia qui parlait justement de workflow. Par exemple, pourquoi certains préfèrent des polys ou des monos, Katia? Est-ce que toi, justement, il y a une sorte de préférence? Est-ce qu'il est meilleur pour vous à la post-production d'avoir des fichiers polis ou tout simplement des waves séparés, monophoniques? Une fois de plus, je vais pas botter en Tu touche, mais t'adaptes. ouais, je m'adapte déjà. Et puis en plus, vu que ça passe par DCA, c'est lui qui gère ces fichiers-là, s'ils sont polyphoniques, qui les désentrelace et qui organise ça. Donc ça, vraiment, moi, j'ai pas de préférence. Je dis pas, bah, je veux D'accord. ça ou ça, puisque finalement, c'est géré par lui. Donc, j'ai pas, non, pas de Donc, demande. juste pour rappeler sur la partie workflow, on est bien d'accord que les rushs, en fait, ils arrivent d'abord à un labo. Ces labos vont traiter, en fait, et mettre en face une image, bien évidemment, et ça arrive tout d'abord, en premier lieu, chez le monteur image. Est-ce qu'il y a généralement des préférences du monteur image quant à l'organisation même des pistes et quant au type de fichier qui est fourni? Est-ce qu'on voit une préférence? Est-ce qu'on voit quelque part, au final, que les gens, généralement, les monteurs préfèrent ce type de fichier, ce type d'organisation ou pas? Alors, fichier, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau des mixdowns surtout qui sont demandés, parce que le montage image travaille le plus souvent déjà avec le mixdown qui est proposé par les ingénieurs du son. Après, il y a un truc de disposition, première piste, dernière piste, peu importe. Et je pense qu'ils communiquent là-dessus, surtout sur la nature du mixdown et ce que propose l'ingénieur du son comme mélange de ces pistes, de toutes ces pistes en fait, pour pouvoir travailler dans la vide. Je pense que c'est ça surtout, hein. D'accord. Valérie, tu peux peut-être avoir une réponse là-dessus aussi. J'allais poser la question à Valérie également. Bonjour Valérie. Généralement, alors il faut juste allumer ton micro si tu veux bien. Alors, En train même d'écrire. question. Valérie, alors donc, par rapport justement à cette question de type de fichier, de type d'organisation au niveau des tracks, est-ce que tu as ton avis là-dessus? Oui, alors moi j'aimerais d'abord revenir sur la question précédente, sur l'organisation pré-tournage. Enfin, Oui. moi je sais que j'essaie d'organiser de plus en plus des lectures de scénario en amont du tournage avec l'ingé son, voire parfois avec l'ensemble de l'équipe. Enfin, ça c'est plus compliqué à faire, mais quand on y arrive, c'est assez formidable. Parce que je trouve que c'est important de se positionner en tant que monteur son comme soutien à l'ingé son sur le tournage. Et le fait de faire cette lecture, de signaler là où moi je vais être battue en post-prod et là où au contraire c'est pas forcément nécessaire enfin je parle de tout ce qui est prise de son, ambiance, effet, tout ça sur le tournage. Là où c'est pas nécessaire par contre de s'escrimer à demander du temps sur le tournage pour ça. Voilà, je trouve que c'est super important parce que l'air de rien, on peut avoir du poids auprès de la prod, auprès des réalisateurs aussi surtout. Et donc, voilà, je trouve que c'est quand même super important de réussir à faire ça. Alors malheureusement, comme le disait Olivier, on n'est pas toujours choisi en amont du tournage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible de faire uniquement dans cette configuration-là. Hmm.
Quant à l'organisation des pistes, est-ce que tu penses que toi, il y a une nécessité de respecter une certaine charte ou bien c'est une adaptation constante? Non, moi je dirais que l'essentiel, c'est d'avoir une cohérence du début jusqu'à la fin du film. Là aussi, le dialogue, c'est important entre l'ingé son et le monteur. Parole, pour le coup, c'est plutôt avec le montage parole. Je crois que pour le montage son, c'est peut-être moins nécessaire. Voir une cohérence par scène, c'est un petit peu ce qu'on fait d'ailleurs nous aussi en post-prod, en montage. On essaye d'avoir une cohérence par Tout séquence. simplement, une certaine logique. Il faut respecter une logique. Tout simplement. Voilà, c'est une certaine logique. Après, on discutait avec les étudiants hier, on parlait de ça justement sur cette histoire de mixdown, savoir s'il faut absolument mettre les HF. Moi, quand je vois qu'effectivement on le fait, on met perche et HF séparés, alors que On va les en HF parler effectivement, Valérie, sont pas sur forcément la partie nécessaires. tournage. Voilà, moi je trouve que Ouais. c'est important de faire ce qu'on a envie de livrer, tout simplement. Tout à fait. On va en parler justement sur les questions un petit peu plus techniques sur la partie tournage. On va aborder ça maintenant. Attends, juste Donc, un truc, Stéphane, Oui, par rapport vas-y, aux Katia. pistes, je pense à un truc, c'est le dialogue que j'ai plutôt par rapport à l'organisation, par rapport à ce que me propose l'ingénieur du son. Et la suite, je dirais que c'est plus avec le mixeur, quand on fait un premier passage sur les paroles. Moi, je m'organise, je fais une espèce de session type avec ce que je reçois en fonction de comment c'est organisé. Et ensuite, c'est auprès du mixeur que je m'adresse plutôt pour savoir ce que lui aimerait au mixage. Tu vois, parce que d'un mixeur à l'autre, des fois, on n'a pas les mêmes demandes. Et voilà, par rapport à comment Tout il à fait. dispose la Ça, chef, c'est une par organisation que personnage. je dirais presque que ça fait partie tout à fait de ton métier de monteuse parole, de préparer la session en fonction du mixeur qui sera derrière. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi une demande de ta part, ce qui me paraît tout à fait logique, à l'ingénieur du son pour faciliter aussi ton travail Bien au sûr. moment où tu reçois les différents éléments. Oui, mais j'ai jamais eu de truc très aberrant où je me suis dit, oula, j'aurais dû m'expliquer ou quoi. Je pense que quelque part, vous vous recoupez tous à peu près, tu vois, dans la logique. On est tous au top, mais ça c'est gentil. Voilà. Enfin, certains plus que d'autres. Bien, Voilà. en tout cas, merci pour cette partie donc de préparation. Je pense qu'on va plus se concentrer maintenant sur la partie de tournage, donc celle qui est effectivement la plus dense et la plus importante. La première question que je voulais poser notamment à Olivier Dohu, c'est y a-t-il des interventions de la post-production pendant le tournage? Est-ce qu'il y a des mixeurs qui vont venir intervenir sur le plateau? Est-ce que parfois ça arrive? Ne serait-ce que pour venir faire non seulement une visite de courtoisie, mais également une mise au point par rapport à ce qui se passe actuellement sur le tournage. Est-ce que ça arrive et est-ce que c'est systématique? Ou est-ce que c'est systématique, Olivier? Pas du tout. Pas du tout. Évidemment, la visite de courtoisie, quand c'est possible, on l'a fait, si c'est possible. Mais non, on n'intervient pas sur le tournage, sauf catastrophe. Il faudrait qu'on soit alerté par quelqu'un, le monteur ou le metteur en scène. Enfin, ça m'est arrivé, mais sinon, non, on n'intervient pas. Moi, je suis venu avec toi d'ailleurs pour faire des trucs dont on avait parlé, c'est-à-dire enregistrer le lieu, enfin faire des IR du lieu. On les a fait ensemble. Ça, c'était des choses qu'on avait prévues ensemble. Et puis Thomas est venu pour faire des consoles de figuration. Et puis moi, j'en ai fait aussi quelques-uns sur le plateau, mais c'est plutôt rare. Je pense qu'il sera intéressant aussi un petit peu de parler, donc tant que nous sommes effectivement sur la partie tournage, il serait intéressant de parler de cette expérience d'hier que nous avons eue ensemble, qui a apparemment très bien fonctionné. Oui. Et peut-être que ça peut intéresser les personnes. Et donc, quelle était la problématique exactement? Et que finalement, ça, on est vraiment dans une intervention de la partie post-prod sur le tournage même, c'est-à-dire venu en fait faire des captations et obtenir des outils pour pouvoir mener à bien le mixage final. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote? Ça peut intéresser les gens. Alors, donc c'est un film qui parle de jazz. Ça se passe dans un club qui a un endroit un peu qui ressemblerait à la salle qu'il y a dans le 20e là. Comment ça s'appelle, hein, une espèce de grand lieu.
Et puis, on savait qu'il y aurait des choses qui seront refaites en studio. En principe, non, mais on savait quand même qu'il y en aurait un tout petit peu. Et donc, il fallait pouvoir raccorder les choses exactement. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de faire des IR de ça, de cet endroit. Et puis, on savait aussi qu'il fallait faire des trajets avec la musique qui était jouée là. Donc, on a fait des IR de plein d'endroits de ce lieu. Et ça a permis en post-production de faire des choses assez réussies. Enfin, assez réussies, on ne sait rien si c'est réussi, mais en tout cas, ça a été un outil utile, ouais. Voilà. Donc, les IR, c'était effectivement sur toute la partie, les différents lieux en fait du club de jazz, et notamment, il ne faut pas oublier que ces IR que nous avons faites ensemble servaient aussi pour la musique, puisqu'il y avait des problématiques, notamment pour le parti chant, qui n'était pas envoyé dans la salle pour la partie résonance, et qu'il était nécessaire d'avoir un raccordement Voilà. d'acoustique. Et ça a beaucoup servi aussi. Ça a beaucoup aussi servi pour les off. Pour les off, ça a beaucoup servi. Petite voilà, petit t'as la photo, document ouais. où nous sommes en train de faire des captations de son sol et d'ambiance qui sont effectivement non seulement traitées avec du tripiste de manière relativement large pour obtenir en fait l'acoustique naturelle du lieu. Cette même acoustique qui a été captée en IR d'ailleurs. Il faut aussi préciser peut-être, Olivier, que ces IR ne fonctionnent pas forcément toujours. Non, et que parfois, en fait, alors en fonction des lieux, en sachant que sur cette session que nous avions faite, ça a bien fonctionné. Je pense qu'une des clés, c'est le fait d'avoir diffusé très fort les IR à enregistrer. Exactement. Et ça a fonctionné très très bien. C'est parce que Tout j'en à ai fait fait, plusieurs avant, et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Pour moi, Oui. c'était presque un truc inutile. On a réessayé là, et comme c'était diffusé très très fort, et ben, il me semble que ça a été très utile. Je pense qu'il est très important. Voilà, moi, ce que j'en retire en tout cas de cette expérience, et je me souviens qu'on en avait parlé ensemble aussi, c'est ne pas hésiter à utiliser des amplis puissants et des enceintes puissantes pour envoyer les IR, pour effectivement pouvoir faire, entre guillemets, vibrer la salle, pour que l'air, en fait, dans la salle, et que le phénomène d'acoustique puisse se transmettre le mieux possible et le plus puissamment possible dans les micros. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. C'est ce qu'on en retire, en tout cas, de ce que nous avions fait, me semble-t-il, Olivier, sur les différents lieux, parce qu'il n'y a pas que ce lieu qu'on voit en photo, mais également le couloir, les bureaux, etc., etc. Je pense qu'il faut vraiment envoyer à forte puissance. Si je peux intervenir. Oui. Bonjour. Bonjour. Je me souvenais effectivement que c'est important le fait d'avoir un bon rapport avec le mixeur, parce que moi j'ai fait un film il y a 4 ans au Canada où j'ai fait plein d'IR, c'est un film musical aussi, et le mixeur ne s'en est absolument pas servi. J'étais très déçu parce que justement il y avait beaucoup de chants à raccorder dans des espaces qui avaient été faits en post-prod et sur place. Effectivement, ça n'a pas du tout été pris en compte par le mixeur, qui est un mixeur américain et qui… Alors, je pense qu'aussi, Olivier, lorsqu'on en a parlé, même toi, Olivier, hein, tu étais 50-50 sur cette histoire de IR, en disant ça peut marcher, mais de temps en temps, ça ne marche pas. C'est pas oui, forcément… en tout cas, il fallait l'essayer. On l'a essayé. Ça a marché. C'est la première fois que je trouve que ça marche vraiment, quoi. Donc voilà. Oui, tout à fait. C'est pas forcément. Jocelyn Panchou qui veut intervenir peut-être. Ah, pardon, vas-y, Katia. Non, c'est par rapport à ta dernière expérience, par rapport… j'attends Jocelyn, vas-y, laisse parler Jocelyn. Jocelyn Panchou, qu'est-ce que tu souhaitais nous dire? Bonjour Jocelyn. Bonjour à tous. J'avais une question justement pour revenir sur la question des IR, parce que j'ai jamais trouvé qu'il y avait eu des réponses assez franches sur le matériel employé, y compris en écrivant directement au concepteur de l'IR. C'est-à-dire que là, quand vous parliez de diffuser fort, par exemple, vous avez pris quoi comme type d'enceinte, et est-ce que ça n'a pas coloré l'IR quand vous l'avez enregistré? Ça l'a sans doute coloré. On a utilisé en fait le système de diffusion qui était prévu pour la scène, puisque c'est une scène. Donc, on a utilisé ça. Et ça l'a sans doute coloré, mais enfin, ça l'a coloré comme le reste des sons qui étaient diffusés à travers ce truc. Donc, ça a plutôt bien fonctionné.
Et la prise de son était faite enfin, pardon, l'enregistrement du sweep, vous l'aviez enregistré en mono Je l'ai enregistré basiquement en LCR, double MS et double MS. Et ça a fonctionné qu'en stéréo, en fait, pour moi. Ouais, d'accord. Avec plusieurs couples à différents endroits. En fait, pour parler un petit peu plus niveau pratique, parce que Dieu sait que c'est compliqué en tournage d'arriver à trouver des moments dans la partie pendant la journée, en fait, pour arriver à faire ces IR. C'est quelque chose qu'il faut complètement intégrer, si c'est possible, au plan de travail. Où nous, vous vous souvenez, Olivier, c'était des histoires de mails, c'était avec les assistants, c'était pour caler des moments précis, etc., des rendez-vous précis. Donc, en particulier, lorsqu'il s'agit d'un film musical, en tout cas une série comme celle-ci qu'on a faite ensemble, voilà, moi, je crois que ça fait partie intégrante du travail de son, que de devoir fournir effectivement des ambiances, de devoir fournir des IR, parce que là, pour moi, c'était tout à fait primordial, de pouvoir avoir une acoustique, surtout dans l'idée, Olivier, je te rappelle, de Damien Chazelle, qui nous avait spécifiquement demandé une certaine teinte et une certaine vue du son, une idée en fait de ce que ça doit représenter. Donc c'était tout à fait primordial de faire vivre ce lieu, qui était le lieu principal. Et donc, ça doit faire partie intégrante du plan de travail. À un moment donné, sur la feuille de service, il y a marqué enregistrement hier, machin, tel et tel machin, etc. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de bloquer une équipe pendant 1 heure, mais il s'agit d'avoir un type d'organisation qui permet pendant la pause déjeuner, par exemple, et ça, c'est vu avec la production et c'est vu avec… Excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais parce que je sais que Jocelyn, ça peut l'intéresser, et nos amis du tournage aussi, c'est comment est-ce qu'on arrivait à faire intégrer, en fait, cette opération d'hier. Et donc, les gens vont déjeuner et il est tout à fait prévu que nous, voilà, on reste là, que personne ne soit dans le lieu. Olivier en est témoin. Il y avait des gens qui étaient là pour garder le lieu, pour que ce soit parfaitement silencieux, etc. Donc, c'est pas un truc qu'on peut faire à l'arrache. Voilà, c'est ça ce que je veux vous dire. Vous pouvez pas venir avec la petite enceinte, mettre le couple à l'arrache et dire oui, vas-y, envoie le sweep et c'est parti. Non, non, ça a été vraiment 1 heure de travail, vraiment, et on était 5 ou 6 personnes. Une personne pour les sweeps, une personne qui envoie les sweeps, l'autre qui règle le volume, l'autre qui règle le cantar, l'autre qui est avec le couple, Olivier qui montait, je sais pas où, au bureau pour faire son truc à lui en même temps, etc. Donc, c'est un process qui doit se préparer, voilà. C'est pas un truc qu'on peut faire à l'arrache. C'est ça que je veux te dire, Jocelyn. Tu peux pas faire ça à l'arrache avec la petite enceinte qui arrive et que tu fous au milieu du décor. Voilà, tout simplement. Katia, éventuellement, tu voulais intervenir? Par rapport à cette histoire de réponse impulsionnelle à l'ESIR, je veux dire, on a utilisé ça je sais que Jean-Paul Mugel l'a fait sur le film Benedetta de Verhoeven, où il y avait des acoustiques incroyables dans des églises notamment, il y avait des chants, etc. Et au mixage, je sais que Cyril s'en est servi. Alors après, il adapte, il prend ça en complément d'une autre acoustique, etc. Enfin, en tout cas, je sais qu'elles ont été utilisées. Donc, sur des lieux très spécifiques comme ça, comme les acoustiques comme vous, les concerts ou les cathédrales, où il y a des chants, je pense que c'est vraiment chouette de faire ça. C'est vraiment intéressant. Et je sais que ça, en tout cas, ça a servi à Cyril. Ça peut, encore une fois, il faut prendre le temps de le faire. Et parfois, je sais qu'il y a des tournages où c'est compliqué de le faire. En tout cas, pendant la journée de tournage, c'est compliqué. Mais peut-être qu'il faut même revenir à un autre jour de la semaine, un week-end ou des choses comme ça, si vraiment il y a nécessité de le faire. Donc, nous, en tout cas, on a pu l'intégrer avec Olivier dans une partie. Ce qui n'empêche pas aussi, par la suite, pareil, d'organiser sur des séries, comme nous avons pu le faire ensemble, des histoires de prise de son, d'ambiance spécifique. J'aurais souhaité en parler éventuellement de ça, puisque nous sommes toujours sur la partie tournage et l'intervention en fait de la post-production sur la partie tournage. Je trouve extrêmement intéressant la manière dont on a pu échanger avec Thomas Desjonquers sur la prise de son des ambiances, donc figuration. Je trouve qu'il était extrêmement intéressant de faire plusieurs sessions espacées de plusieurs semaines. Alors, je crois que c'était oui, un petit peu plus d'une semaine et demie. Je trouve ça assez intéressant dans le sens où, pour faire vivre un lieu récurrent comme un club de jazz, en l'occurrence pour cette série-là,
Nous avons fait une première session ensemble et donc, encore une fois, là, les gens de la post-prod étaient là. Alors, je crois qu'Olivier, tu n'étais pas venu à ce moment-là, mais Thomas était là avec le monteur son des directs. On a fait ensemble ces prises de son. Et ce qui était plutôt intéressant, c'est qu'ils sont repartis avec, bien évidemment, cet enregistrement-là. Ils ont pu l'écouter, le tester à l'image, puis revenir avec éventuellement des corrections à apporter sur la prise de son. Ça, je trouve ça intéressant. Alors, pas seulement sur la prise de son, mais également sur la manière dont les gens devaient procéder sur la figuration, en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Nous avons fait 4 sessions ensemble, 4 sessions de son seul, de figuration sur l'ensemble du club, et pour arriver à la fin à, au final, compléter les manques qu'avait nécessairement besoin la partie montage son sur cette ambiance club. Et j'ai trouvé ça très intéressant donc de séparer en quelque sorte des petites sessions d'ambiance, de prise de son d'ambiance, afin de pouvoir en quelque sorte les tester et revenir après avec éventuellement des corrections à faire à tout niveau sur la figure, sur la prise de son, etc. Donc je voulais partager également cette petite expérience que j'avais eue pour cette prise de son, ces prises de son d'ambiance. Moi, il me semble quand même, Stéphane, si je peux t'interrompre une petite seconde, c'est que, évidemment, il y a ce truc-là qui est un peu luxueux et tout ça, mais les faire à chaud, c'est quand même pas mal. Je sais qu'avec Dimitri, on a fait un film, parce que je vois qu'il y a Dimitri en dessous, où on avait besoin de beaucoup de son seul, parce que beaucoup de choses étaient diffusées avec de la musique qui ne serait pas la musique définitive. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été reconstruites. Et c'est vrai que tout ce que avait fait Dimitri à chaud, tout de suite après la scène, a beaucoup servi et beaucoup plus simple que de refaire après. Peut-être que Dimitri, si tu peux intervenir, je ne sais pas si tu es là, Dimitri, sur cette expérience. Oui, vous m'entendez? Oui. C'était le genre de film un peu cauchemardesque pour les preneurs de son où le réalisateur veut mettre de la musique pour mettre les comédiens en condition. Effectivement, la seule chose que je pouvais faire, c'était de recréer immédiatement après la scène et essayer de sauver en fait des sons seuls, quoi. Oui, c'était la seule possibilité. Dans ces cas-là. Est-ce qu'il était éventuellement possible pour toi d'organiser des sessions après de son seul, ou c'était un film qui ne le permettait pas? Non, pas trop, non. C'était vraiment genre juste après refaire l'action dans la durée, mais non, c'est en plus quand on a un metteur en scène qui est un peu paniqué, c'est difficile de mettre tout en place. Merci Dimitri. Je voudrais qu'on rentre un petit peu plus maintenant dans des parties un petit peu plus techniques, où beaucoup de gens se posent des questions également sur des éléments dont on parle assez souvent d'ailleurs sur la partie tournage, post-production, les prémix paroles, la dynamique et les questions de rephasage et des choses comme ça. Olivier, toi qui effectivement es également preneur de son, mixeur, etc., tu fais un prémix. Est-ce que tu fais un prémix? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce qu'au final c'est utile? Voilà, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Et puis après, je vais poser la question également, bien évidemment, à la partie montage son, Katia Boutin. Alors, voilà. Pour te répondre, moi je fais jamais de prémix, jamais. C'est pas une religion, mais presque. Parce que je pense qu'avec les outils modernes, comme tout est automatisé, dans mon processus de mixage, tout est automatisé, les reverbs, tout. Rien n'est donc on doit pouvoir reprendre à chaque instant. Et donc je ne fais jamais de prémix. Et je dirais que ça fonctionne plutôt par couche. Il m'arrive souvent même presque systématiquement, alors je sais que ça surprend des fois, de faire d'abord ce que j'appelle moi l'écrin, disons une espèce de VI rapide pour pouvoir inscrire dedans les dialogues. Et de commencer la partie qui est plus consacrée au dialogue qu'une fois que j'ai construit un décor cohérent.
Bon, ça, évidemment, pour des séquences de boîte de nuit, de balles, de choses comme ça, c'est évident parce que le rapport à la dynamique de la scène, il est beaucoup inscrit par ça. Mais et puis j'essaye de faire en sorte que, par exemple, si c'est une séquence de boîte de nuit ou de concert ou de choses comme ça, que l'énergie de la scène qui passe beaucoup par ça soit déjà cohérente sur le décor. Et ensuite, je vois s'il faut que j'adapte ça, s'il faut que j'adapte ce mixage du décor au dialogue parce que j'arrive pas à les passer, par exemple. Mais je commence toujours par avoir une espèce de fond cohérent. Donc ça peut surprendre des fois que je commence par par égaliser un peu les ambiances ou enfin pas égaliser, pas les EQ, pas mettre des EQ, mais de faire une balance du décor avant de commencer à faire les paroles. Ce qui m'empêche pas Alors, évidemment de travailler sur les paroles. Jean-Pierre Laforce, Et Jean-Pierre a des choses à dire là-dessus. Ouais, Jean-Pierre, je voulais te faire intervenir. Tu dis moi non plus, mais est-ce que ça veut dire que finalement le prémix parole n'existe plus? Est-ce que ça a disparu ou est-ce que c'est une manière de faire que chacun… Non, comment ça fait au moins 15 ans que j'en ai pas fait. Hein. Pardon, pour répondre à ta question, je pense qu'il me semble que majoritairement ça existe. Que je ne crois pas me tromper en disant que ceux qui n'en font pas, comme Olivier ou moi, sont minoritaires. Moi, j'en fais pas à peu près pour les mêmes raisons qu'Olivier, mais aussi pour une autre raison, c'est que pour moi, le prémix parole, ça touche directement au jeu des acteurs. Pour moi, le jeu des acteurs, c'est le centre du film. Donc, je trouve, comme on est arrivé à une technicité telle que le prémix parole est de plus en plus, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, mais un peu déserté par les metteurs en scène, comme si c'était une opération purement technique, de nettoyage ou que sais-je. Moi, il y a très vite, et il y a très longtemps maintenant, je me suis dit que ça me semblait très bizarre. Au début, j'ai fait comme tout le monde, et on était obligé de le faire parce qu'on faute d'automation, mais maintenant qu'on peut tout automatiser, je me suis dit que concerner le réalisateur sur la globalité du mixage, c'est-à-dire pas sur un truc, une étape parmi d'autres, mais être confronté directement à la globalité du film, même si au début c'est assez dur parce qu'effectivement on se met à l'eau vroom comme ça. Quand on peut le faire, quand il y a suffisamment d'entrée dans la console, etc. Enfin évidemment quand les conditions techniques sont réunies pour le faire, moi je trouve que dans la relation au metteur en scène c'est mieux. Voilà, j'ai l'impression que les metteurs en scène se retrouvent mieux et quelque part moi aussi. Voilà. Et comme la technologie permet de le faire maintenant, je vois plus trop l'intérêt de faire autrement à mon niveau en tout cas. D'accord. Je voudrais qu'on recentre. Ce que ça permet aussi, c'est que moi j'ai pas l'impression que le mixage ce soit un truc. On fait le prémix parole puis ça va pas bouger. Alors évidemment quand on fait un prémix parole c'est séparé, on peut encore bouger les paroles. Mais moi j'ai l'impression que les idées, la façon de travailler sur chaque film, elle se trouve au cours du film. Et que le fait de ne pas avoir de prémix parole et de toujours pouvoir intervenir sur tout, à tout moment, ça permet de trouver la nature du film et de revenir aussi sans arrêt et de fonctionner par couche. Moi, je ne sais pas comment on fait pour tenir une séquence pendant 3 heures, enfin 3 heures sur des dialogues, et puis après on dit c'est figé. Non, pour moi ça n'existe pas. Et puis il y a aussi la modernité. Katia, elle amène un truc, c'est déjà quand même très en place, très nettoyé. Je voulais faire intervenir Katia justement à ce niveau-là. Qui sont beaucoup plus faciles qu'avant. Avant, on était obligé parce que évidemment il n'y avait pas d'automation et puis il fallait faire toutes les opérations d'équalisation et tout ça en cours. Mais maintenant, on peut faire ces opérations, elles se refont toutes seules. Donc à chaque étape, on peut revenir sur plein de choses. Et puis dans ce qui est essentiel dans ce que dit Jean-Pierre, c'est que le dialogue avec le metteur en scène, il se fait avec tous les éléments. C'est-à-dire qu'on voit le film. Et puis moi, je sais aussi qu'un matin, j'entends le film comme ça, et puis le lendemain matin, je l'entends pas pareil. Parce que je sais pas, parce que je suis plus fatigué. Ou mais ça, c'est parce que tu as bu un coup. C'est parce que tu as bu un coup non, la veille. Je bois pas quand je travaille, mais je pense que la perception du film, elle change en fonction aussi dans l'état où on en est, si on est fatigué le soir, où on en est dans l'état. J'allais dire qu'il y a beaucoup aussi de physiologie là-dedans, puisqu'il y a aussi et que donc on peut tout modifier à tout moment. C'est beaucoup plus simple.
voilà. Après, le Je voulais truc, c'est juste d'arrêter le yo-yo au bon moment. Je voulais juste recentrer un tout petit peu et revenir sur la partie tournage. On a un petit peu dévié sur la partie déjà, l'opération de post-production, mais Katia, pour parler toujours parole, Katia, aujourd'hui, est-ce qu'on reste encore constamment dans l'idée de fournir un mix-down? Est-ce que ce mix-down est respecté? Est-ce que ce mix-down fait légion? Est-ce que c'est celui que l'on va au final utiliser? Est-ce qu'il y a beaucoup de… Comment ça se passe aujourd'hui sur les mix-down? Et y a-t-il eu une évolution justement de cette partie mix-down, si je puis dire? Alors, je pense que ceux qui en parleraient le mieux seraient les monteurs images. Parce Mhm, que je dois vous avouer que moi, le mixdown, je m'en sers pas du tout, en fait. mhm, mhm, Et voilà. Alors, j'écoute, moi, mon truc, c'est quand j'aborde une scène, par exemple, j'écoute évidemment la copie travail, ce qu'on appelle la fameuse copie travail, qui me semble être mhm, justement les intentions du monteur image et du réalisateur. mhm, Donc, j'écoute ça pour voir les intentions. Et ensuite, je n'écoute mais absolument pas le mixdown. Pour moi, le mixdown, alors peut-être que j'ai tort, je n'en sais rien, mais mhm. de façon technique, un mélange des HF comme ça, c'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que tu parlais de rephasage. Évidemment que pour chaque comédien, je vais rephaser les HF, etc. Essayer de nettoyer, de voir ce qui est utile. Moi, j'écoute vraiment chaque piste. Je me dis toujours qu'il peut y avoir une petite pépite, une respire, etc. que je peux utiliser. Donc moi, j'écoute les sources et qui sont aussi souvent une proposition de l'ingénieur du son. On en viendra au pré- et post-fader aussi, j'imagine. Mhm. Il Tout y a à fait. peut-être Juste avant d'en venir à ça, Jean-Pierre, quel est ton avis là-dessus? Je voulais avoir ton avis aussi là-dessus, Jean-Pierre. Pardon, excuse-moi, Sur le mixage proposé par l'ingénieur du son, son mixage en fait sur les directs. ça dépend beaucoup des ingénieurs du son. Il y a des ingénieurs du son qui ont vraiment une culture du mix-down, par exemple des gens comme moi, des dinosaures comme Jean-Pierre Duret ou Guillaume Siama, etc. Après, c'est vrai que quand on est dans des choses un peu complexes, on repart très très rarement du mix-down parce qu'il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des choses à aider, il y a toujours, enfin bon bref, il y a tout le travail du montage son direct. Donc pour moi, le mix-down, ça peut être une indication à un moment donné de ce que a voulu entendre le monteur son et l'ingénieur du son. Il faut juste quand même avoir en tête que le mixdown, c'est à 80 ou 90% ce qu'entendent les monteurs et les réalisateurs pendant le montage. Donc, à un moment donné, le film est monté sur ce son-là, quelque part. C'est pour ça que je disais que j'écoutais ça comme référence. Attention, voilà, moi, c'est la référence. Et ensuite, voilà. je me conforme à ça le plus possible en essayant de proposer quelque chose encore de plus abouti. Voilà, donc toi, tu l'écoutes au travers de la copie travail, en fait. Mais une fois que tu es lancé dans ton montage, que tu sais ce que est la copie travail, tu retravailles à partir des pistes. Voilà. Oui, mais c'est un guide. En quelque sorte, c'est un guide. Et il est tout à fait juste de savoir que le réalisateur, le monteur son, le monteur image, pardon, ont ce son-là dans les oreilles constamment, hein, pendant des heures et des heures, et vont au final s'habituer quelque part à avoir aussi ce type de mix sur telle et telle scène par rapport aux paroles, etc. Et vont peut-être effectivement influencer quelque part la post-production parce que pour lui donner une direction, en tout cas. Est-ce que, je ne sais pas si je me trompe, je voudrais faire intervenir François Demorand, que je vois qui est perdu dans la nébuleuse de Mars, apparemment. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je mettrai un petit bémol là-dessus parce que je me suis retrouvé sur plusieurs longs métrages avec le cas de figure suivant qui, à mon avis, a l'air d'être une tendance. C'est le monteur image qui veut toutes les pistes. Et en fait, il commence à trifouiller le son avant le montage son pour faire sa salade à lui. Et donc, ça veut dire qu'il fabrique l'écoute pour le metteur en scène en ne se servant pas forcément du mixdown. Donc, comme ça m'est arrivé 3 fois, je fais observer que c'est une tendance nouvelle que je ne connaissais pas. Mais François, ça, comment est-ce que tu arrives à le savoir? C'est-à-dire, tu vas au montage image, en fait, tu vas Non, c'est écouter, une discussion avec la personne qui fait la synchronisation. Alors, je lui dis, je t'envoie que les mixdowns, il n'y a pas besoin du reste. Oh non, mais moi, toutes les pistes, maintenant, on les cache sous, etc. Donc, c'est pas grave, on mettra. Et puis, comme ça, si on en a besoin, on me demande, au moment du report, de proposer et de donner toutes les pistes. Pardon François, mais ça me semble pas très nouveau en fait. Moi, la plupart des monteurs ou des monteuses avec qui je travaille, image, demandent les pistes
pour une raison simple, c'est qu'effectivement, quand ils ne peuvent pas utiliser le mixdown pour une raison ou pour une autre, parce que tout d'un coup, il y a eu un mélange de HF qui fait qu'il y en a un qui pourrit l'autre, ou je ne sais pas quoi, eh ben, ils se rabattent sur les pistes pour pouvoir avoir un son meilleur, en tout cas, ou plus intéressant. Oui, Tu ça vois. me semble Mais je effectivement. ne connais pas de monteur ou de monteuse, enfin, sauf à me tromper, dites-moi, hein, qui partent complètement des pistes éclatées parce qu'ils n'ont absolument pas le temps de faire ça. Oui, De oui, A à Z, tu vois. mais ma remarque, c'était juste pour dire que le mixdown n'est plus forcément la référence puisqu'il pourra être remodifié par le monteur image en fonction de ce qu'il entend. Donc déjà, on est dans un double travail qui est un mixdown proposé et un monteur son qui, en fonction des difficultés ou des problématiques différentes, peut modifier ce mixdown qui va être la référence pour le metteur en scène. C'est juste ça qui se passe. Voilà. Est-ce que quelqu'un Et voudrait intervenir également sur cette histoire de mixdown? oui, sur Xavier. les films un petit peu fauchés, le fait que le monteur image ait toutes les pistes éclatées, ça supprime une étape en fait de conformation qui est pas négligeable en fait en termes de coût pour certaines prods. Et du coup, c'est aussi pour ça je pense, on va vers ça, quoi. C'est-à-dire que du coup, on récupère un export AF du montage image avec toutes les pistes déjà calées, quoi. Oui, mais je trouve que le coût, excuse-moi, c'est le coût de la conformation. Par exemple, je sais pour des CA, puisque je passe par eux, c'est vraiment rien du tout, quoi. Ben C'est ouais, mais il y a vraiment des rien. prods qui, même Ah, je te parle. vraiment rien, c'est Ouais, trop. ouais, non, mais je comprends. Ou alors, il faut le faire sur Pro Tools, tu vois. Tu peux le faire Ouais, aussi ça sur se fait Pro en Tools, Pro ça Tools prend plus de directement. temps. Plus Voilà. le temps que C'est ça une- va demander au monteur de trimballer X pistes et Bah, c'est ça. du temps perdu en montage. Et, tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit une opération économique si rentable que ça, mais bon. Ouais. Je vois qu'il y a pas mal de Je, gens qui je ont voudrais ouvert leur juste micro intervenir. parce qu'apparemment, il y a des gens qui veulent intervenir. Alors, Erwan Karzanek, qui travaille justement avec Katia Boutin actuellement. Donc, voilà. Ouais, salut Stéphane, bonjour à tous. Salut. Je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Jean-Pierre parce que c'est vrai que depuis le début, on a assez peu parlé du rôle du monteur et sur la phase post-production et sur la phase tournage et sur la phase post-production. Et c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur du son, mine de rien, on a le monteur, il a une place assez importante structurellement. Et c'est vrai que quand on enregistre Mixdown, Pré-Fader, toutes les questions passées et qui sont que des questions intéressantes. Mais c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si je suis un dinosaure ou pas, mais c'est hyper important pour nous de savoir que ce qu'on enregistre, c'est vraiment ce que va entendre le réalisateur effectivement pendant des semaines, voire des mois, et le monteur aussi, et qu'une coupe de plan va être dépendante de la façon dont on aura traité un avant-plan, un arrière-plan, et dont on l'aura inséré dans le mixdown. Donc c'est vrai que c'est quand même un truc qui n'est pas à négliger, hein, le mixdown, pour moi. Quelqu'un voulait réagir par rapport à ça? Est-ce que la partie, en gros, la question est, est-ce que la partie post-production néglige un petit peu trop le travail au final de mix de l'ingénieur du son? Et là, silence total. Non, moi, je crois pas. J'ai l'impression qu'en fait, ce que disait Jean-Pierre est assez juste, c'est que un monteur n'a pas le temps de s'amuser à remettre en question un mixdown qui a été fait, qui est une proposition, qui en plus a une cohérence. Donc, commencer à déséquilibrer quelque chose qui est cohérent, c'est prendre des risques. Et un monteur ne va pas prendre des risques vis-à-vis d'un distributeur lors des projections. Non, la seule chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le montage va prendre des options qui ne seront pas forcément celles du découpage. Et donc, le point de vue qui a été adopté à l'origine sur le tournage va être modifié et qu'un élément qui est in va passer off ou l'inverse, et donc partir des éclatés, ça devient nécessaire. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas abordée sur la question du point de vue sonore adapté sur le tournage, c'est qu'on ne parle pas des problèmes de tournage à multicaméra, où là, le point de vue sonore de l'ingé son, il est quand même très remis en question à beaucoup d'endroits, et du coup, parfois, effectivement, le monteur ou le monteur parole est amené à donner la valeur de plan, donc à être beaucoup plus intrusif par rapport au travail qui est initial de l'ingé son. Effectivement, le côté point de vue sonore, cette fois-ci, va passer directement, presque, si j'ose dire, à la post-production. C'est eux qui vont gérer en fait en fonction d'un découpage. Et il est tout à fait juste, Valérie, ce que tu dis, c'est que peut-être que la vision qu'avait le réalisateur au moment du tournage va peut-être être modifiée par rapport à un monteur image
qui va apporter quelque chose de nouveau. Et donc, effectivement, le point de vue peut-être de l'ingénieur du son au moment du tournage ne sera pas forcément le même et sera géré différemment sur la partie post-production, ce qui arrive, à mon avis, assez souvent. Et si je peux me Il arrive permettre une quand même remarque, Pardon. Je t'en prie. Allez-y. si je peux me permettre, ça m'est arrivé sur un film, par exemple, parce que toutes ces questions à discuter avec la post-production, le réalisateur, etc., en pré-production, de savoir quel film on veut faire, comment on veut s'y prendre, etc. En fait, il faut savoir que tout est à géométrie variable. Il y a des projets qui réclament aussi d'inventer des choses qui sont peut-être un peu hors normes. Et notamment, moi, ça m'est arrivé de faire des films avec des mix-down qui étaient plus que 2 pistes, ou alors de procéder plutôt que sur l'idée d'un mix-down bipistes, de fonctionner sur des groupes qui permettent au montage d'avoir sous la main des espèces une marge de manœuvre pour pouvoir faire des choix qui ne soient pas délirants en nombre de pistes, mais qui permettent de faire quand même des équilibres avec des options et qui soient un intermédiaire entre travailler avec les éclatés. Parce que travailler avec les éclatés, c'est possible quand on avait genre 5, 6 pistes et 8 pistes maximum, parce que déjà, ça devient copieux sur une table de montage. Quand on se retrouve avec des projets avec 20 pistes, ça peut être compliqué, quoi. C'est bien pour cette raison-là que finalement l'interaction et la discussion en fait de pré-production, si je puis dire, entre la post-prod et le tournage est plus que primordial, je pense, en fonction de la complexité du projet. C'est tout à fait important. Olivier, tu voulais intervenir? Oui, moi je voulais dire que ça m'est arrivé plus d'une fois, et en particulier dans ce qu'on vient de faire ensemble, d'utiliser le mixdown. Parce que il y a des monteurs en scène. Mais c'était un projet spécifique aussi, hein, Olivier. C'était un projet assez spécifique. Bien sûr, on nous a demandé un truc un peu documentaire et tout ça, donc ça allait très bien comme ça. Mais ça, je vais aborder aussi la question du rephasage systématique. On va y arriver, tout à fait. Mais parce que ça fait partie du truc, en fait. Je sais qu'il y a, sur un film de Claire Denis, pour ne pas la citer, une séquence où le son remonté, rephasé dans tous les sens et tout ça était tout à fait bien, mais ne correspondait pas à ce qu'elle entendait depuis toujours. Donc on revient à l'intérêt du mixdown de le faire bien, parce que c'est quand même ça qu'ils entendent. On est revenu au mixdown, et ben pourquoi pas. Et moi j'ai l'impression que sur cette question de rephasage systématique, c'est le systématique qui est un petit peu compliqué. Moi je trouve que si on écoute 2 micros qui sont rephasés, les deux sont bien, indépendamment, en solo, mais que les deux ensemble, ça fait une espèce de, moi j'appelle ça la boule, une espèce de remontée de basse complètement délirante, qui n'est pas très naturelle. Et ça, pas toujours, mais ça arrive, Olivier. Ça arrive toujours, pratiquement. En tout cas, sur les plans serrés. Sur les plans serrés, c'est assez évident. Quand tu parles de ça, tu veux dire c'est le mixage entre la perche et le micro HF, c'est ça, c'est cet équilibre-là. Tout le monde l'a constaté. Oui, voilà, exactement. Quand on rephase 2 micros, en particulier sur un plan qui n'est pas trop large, moi j'appelle ça l'effet de boule, mais on a une remontée dans le bas médium qui est quand même assez considérable, et qui n'est pas toujours naturel pour moi. Ce qui veut dire que toi, tu as tendance à ne pas forcément rephaser constamment? De toute façon, alors, il m'arrive de discuter, comme on a de la chaîne avant, évidemment, mais souvent, je n'ai pas le choix. Ça arrive, c'est déjà rephasé, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que le côté systématique du rephasage n'est pas forcément une bonne chose. Ce qui était par contre ce que Katia, toi, tu défendais au effort tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi c'est tout à fait l'obligation, hein. Non, pas systématique. De toute façon, je pense que la réponse, elle dépend du projet, du plan et de ce qu'on entend. Moi, j'essaie d'écouter déjà avant tout. Je me dis, tiens, je vais rephaser ce micro par rapport à la perche. Si je vois qu'effectivement, il y a un effet boule, comme tu dis, au booby, qui est trop important, il m'arrive de muter le HF parce que je me dis, la perche est suffisante, elle est belle. Voilà, mon truc, c'est toujours d'écouter, d'essayer des choses et de dire, tiens, alors je vais rephaser peut-être par exemple ce HF, mais je le muterai en me disant, OK, s'il en a besoin, il l'a. Moi, il me semble que c'est trop. Et je fais déjà les propositions, en sachant que c'est assez ouvert et qu'on pourra… Et je suis d'accord avec toi, Olivier, il y a des moments où ce n'est pas nécessaire. Il y a des moments aussi où il y a des heureux hasards d'acoustique qui font que c'est plus intéressant. Voilà. Donc, non, de toute façon, il y a un truc qui est un peu anti-naturel là-dessus, c'est que quand il y a 2 micros qui sont distants,
forcément, il y a un problème de temps. Il y a C'est évidemment naturel. un problème de temps et je pose la question aussi à mes collègues et aussi aux personnes, et je passe la parole après à Jean-Pierre Laforce, mais il est bien évidemment, je pense qu'il est extrêmement difficile pour nous, ingénieurs du son, de gérer en fait ces problèmes de temporalité, de rephasage sur le tournage. Je pense que c'est quand même extrêmement complexe. Surtout pas. Je veux dire, vous avez bien d'autres choses à faire, j'imagine. Et d'autre part, moi, je suis entièrement d'accord avec Katia. La question, c'est d'écouter. Première chose. Deuxième chose, c'est que vous, quand vous faites votre prise de son, et encore une fois, moi, je défends, c'est pas que je le défende puisque je ne suis pas ingénieur du son, mais je ne peux pas envisager que vous fassiez autrement, c'est-à-dire vous avez un point de vue sur ce que vous faites, une écoute sur ce que vous faites. Il y a un moment donné, l'écoute, elle est aussi liée à cette question de la phase, c'est-à-dire que vous mélangez en fonction de ce que vous entendez et d'un rapport de niveau, enfin je ne sais pas comment tu travailles, on n'a jamais travaillé ensemble, mais j'imagine, puisque vous entendez un mélange perche à chef, vous dosez les choses en fonction de la phase des deux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut très bien avoir quelque chose qui est dans un rapport originel qui finalement va être mieux, et c'est arrivé plein de fois, que quelque chose de rephasé. Donc on est obligé d'écouter. Le rephasage mécaniquement et systématique Et semble constant. une aberration. Tout à fait. Oui, effectivement, c'est tout à fait juste. C'est vraiment, en fait, alors, sur ce genre de débat, généralement, je ne donne pas forcément mon avis personnel. Je suis plus là en tant qu'animateur et à vous donner la parole. Mais effectivement, pour parler 2 secondes, je suis tout à fait dans l'idée de Jean-Pierre et d'Olivier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aussi, ingénieurs du son, nous avons à proposer un mélange. Et je pense que parfois, ce mélange, qui est beaucoup plus difficile à refaire en post-production, bizarrement, par la suite. Et donc, je propose quelque chose qui est pas forcément en phase à 100%, mais qui sonne d'une certaine manière. Et je crois que voilà, je procède aussi en tout cas, je procède aussi de cette manière-là. Je voulais qu'on Juste parle. une petite remarque, Stéphane. C'est Oui. vrai qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'en cours de tournage, nous, on voit souvent sur une table de montage des plans qui ont été choisis et montés, etc. Mais en tournage, d'une prise à l'autre, ça évolue. Enfin, il y a plein de changements. C'est vrai que des fois, on avance. Au début, on met un chef parce que le plan est un peu large. Après, ça se resserre. On se dit finalement, on n'en aurait plus besoin. Le HF est là pour répondre à une des questions qui est passée dans le film. Et c'est vrai que sur les questions des phases, s'il y a un moment, c'est assez impossible de penser même des fois à ça. Alors, juste, moi, en fait, je gère un tout petit peu les histoires de phase par rapport tout simplement à des retards techniques qui sont celles du retard de la gestion, en fait, du micro HF. Et je mets juste tout le monde à l'heure. Il ne s'agit pas, puisque c'est simple, entre un câble, une perche au câble et un micro HF, de toute façon, dès la base, électroniquement, on va introduire entre 2 et 2,3 millisecondes. Donc, je remets simplement à l'heure déjà cela. Il n'est pas question après de faire un calcul de distance entre tel et tel personnage, telle et telle perche et tel micro. Mais il est simplement important à un moment donné, lorsqu'on utilise différents équipements, qu'au moins on règle tout le monde à l'heure à un moment donné, à peu près, on va dire, et qu'après on puisse travailler ensemble, bien sûr, sur la partie mix. C'est évident. Merci Erwan pour cette remarque. Je voulais juste qu'on aborde maintenant un tout petit peu les questions de dynamique également. Et je ne sais pas si… Oui. Juste, j'avais une question. Pardon, bonjour. Sébastien, oui. Je suis à Montpellier. Et alors, pour le coup, je vais peut-être sortir un peu du sujet. Je travaille sur une série quotidienne, donc où là, pour le coup, le temps, c'est plus que de l'argent. Et en effet, on a des monteurs qui travaillent sur le même principe, des monteurs son, qui suppriment systématiquement le mixdown. Donc, ma question à la post-prod, c'est est-ce qu'il y a vraiment un souci de qualité ou un souci… C'est-à-dire de qualité de mix, c'est ça que tu veux dire par rapport à l'ingénieur du son lui-même, non ? Ça serait même un problème technique sur le mixdown par rapport aux éclatés, puisqu'il me semble que dans un projet où les gens sont obligés de monter 20 minutes par jour, on peut leur permettre de gagner du temps s'ils écoutent le mixdown. Donc, c'est plus une question de temps par rapport aussi… donc, on a énormément parlé cinéma pour le moment. On est, je pense, un certain nombre à travailler sur de la télé et donc où les budgets sont beaucoup plus réduits. Et ces temps de discussion avec les post-prod sont compliqués à obtenir. Et du coup, est-ce qu'il y a fondamentalement un problème sur un mixdown pour que j'entends parfaitement Katia qui dit qu'elle écoute, mais est-ce qu'il y a fondamentalement un problème à monter avec un mixdown puisque ça, à mon sens, permet de faire gagner du temps derrière au monteur pour aller justement chercher les éclatés quand il y a besoin,
mais partir au moins de se servir de cette base-là, qui, à mon sens, ferait gagner du temps au monteur. Mais peut-être je me trompe, c'est pour ça que je voulais un avis. Je pourrais te répondre là-dessus, c'est qu'effectivement, les temps sur les séries, sur les téléfilms, tout ça, sont tellement courts que les monteurs paroles n'ont absolument pas le temps de se poser des questions. La seule chose, c'est qu'il y a un son sur ces séries qui est assez particulier et qui privilégie, c'est le son de la télévision, qui privilégie énormément les HF. Et que pour utiliser un mélange perche-HF avec des HF à assez haut niveau, si on ne remet pas en phase, là, on commence à avoir des problèmes. Donc, en plus, maintenant, il y a des plugs qui font des remises en phase assez automatiquement. Donc, il y a moins de prise de tête pour le monteur parole, de travailler les perches, de découper les HF pour éviter tous les bruits parasites et les remettre systématiquement en phase, que de commencer à travailler une séquence avec le mixdown, avec peut-être une très belle perche à un moment, puis le coup d'après, à un moment donné, ça déconne. Donc, il faut finalement, alors c'est sûr que ça fait des bandes son qui sont extrêmement plates, en fait, assez mécaniques même, mais c'est aussi un petit peu ce qui est attendu malgré tout pour des questions de diffusion, voilà, où on privilégie avant tout l'intelligibilité. Donc il y a un truc comme ça. C'est vrai que la remise en phase, moi je fais partie aussi des gens qui ne le font pas de manière systématique. Je me rends compte que parfois c'est à ses limites, parce que à un moment donné, il y a un axe où ça ne marche pas et où on est obligé de remettre en phase. Et du coup, ça remet en question complètement tout le début de la scène parce qu'on perd une cohérence. Maintenant, moi j'ai envie de dire privilégier la perche, privilégier le micro d'appoint. Là, on n'a plus ces problèmes-là. Et j'ai une expérience puisque j'ai travaillé aussi en télé sur la série Hippocrate, la première saison. Et du coup, j'ai été paniquée de voir le temps, effectivement, parce que finalement, 50 minutes par semaine, ça fait 2 semaines pour un long métrage, on va dire en gros. C'est-à-dire moins de 2 fois moins de temps que pour un long métrage. Donc, je me suis dit, comment je vais procéder? Et plein de gens m'ont dit, mais de toute façon, tu n'auras pas le temps d'aller sur les éclatés, tu vas travailler avec le mixdown. Et alors, c'est un défaut que j'ai, je ne sais pas, mais j'ai essayé, je n'y arrivais pas, surtout quand on a 4 personnages qui parlent en même temps, très vite. Et où il y a 2 perches, où ça court dans les couloirs, je me devais effectivement, pour une question d'intelligibilité, de repêcher là-dedans, de nettoyer les HF qu'on n'a pas le temps de le gérer indépendamment et de faire ce travail-là dont tu parles, Valérie. Effectivement, ça faisait des très, très grosses journées et c'est très intense. Hein. C'est une super expérience parce que du coup, on ne se pose pas les mêmes questions non plus, on est dans l'efficacité. Mais je pense que moi, j'y échappais pas. Enfin, je ne sais pas faire autrement, j'avoue. Voilà. Et effectivement, je privilégierais peut-être une perche qui est bien. À ce moment-là, oui, pour gagner du temps, je me dis, tiens, la perche est super belle. Je ne vais pas m'évertuer à peut-être phaser tous les HF, même si effectivement, ce logiciel dont tu parles nous a fait gagner beaucoup de temps là-dessus et qu'on a cette possibilité-là. Mais en tout cas… Steven, voilà. Merci Katia. Steven qui voulait intervenir, j'ai l'impression. Oui, juste un truc par rapport aussi, il n'y a pas longtemps, j'avais mixé une série où c'était constamment à 2 perches. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable quand on utilise un mixdown parce qu'en fait, si vous avez des perches en permanence parce que des comédiens sont un peu éloignés les uns des autres, que c'est du multicam et des choses comme ça, ça veut dire que sur le mixdown de la perche, on a 2 perches. Donc, on a quelque chose de beaucoup trop acoustiqué par rapport à ce qu'on cherche à avoir la plupart du temps. Bon, sur la télé où les réalisateurs sont devenus assez allergiques pour beaucoup à tout ce qui était acoustique. Mais ça pose aussi un vrai problème de se dire que parfois, quand vous êtes dans un décor un petit peu réverbérant et vous avez 2 perches, ce n'est pas possible d'utiliser le mixdown de 2 perches ensemble. En tout cas, c'est complexe. Surtout si on tourne à plusieurs caméras avec des séquences très indépendantes et qui interagissent à distance. Quel cas, la gestion de la phase, elle est ingérable. Techniquement, sur le plateau, on compense ce qu'il faut pour les machines, mais pour le reste, on ne peut pas gérer et il faut garder toutes les sources possibles pour la post-prod, y compris d'ailleurs quand on utilise les logiciels de rephasage automatique. Comme vous dites, il y a très souvent des moments où c'est plus joli parphasé, ou alors le moindre petit décalage quand on est complètement rephasé saute à l'oreille et est très désagréable. Je trouve que ça vaut le coup de toujours garder
les diverger, réaligner ou pas réaligner, les réécouter et toujours écouter le mixdown en premier pour voir comment ça se passe naturellement. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette intervention. Je voulais voir si Vincent Cosson était avec nous, éventuellement Vincent Cosson qui est peut-être arrivé. Et je ne sais pas s'il peut intervenir. J'avais quelques questions, notamment sur la partie également dynamique, sur les respects de la dynamique, notamment sur le tournage, mais aussi au moment du mix. Est-ce que Vincent est là? Non? Je n'y pense pas. Peut-être qu'il s'est endormi, vu l'intérêt du podcast. Très bien. Ok, bien. J'avais également souhaité voir si Ken Yasumoto était là éventuellement. Est-ce que Ken serait là? Ken n'est pas là non plus. J'arrive pas à le voir puisque j'ai quand même devant moi, il faut que vous sachiez que j'ai quand même 90 personnes. Donc c'est compliqué de trouver qui est où. Non, il n'y a personne. Très bien. Je suis là. Parfait. Ah, salut Ken. Il est Salut. là. Ça va bien? Ça va. Petite question, effectivement, par rapport au profil comme le tien, qui est également, c'est-à-dire preneur de son et derrière sound designer et monteur son, monteur parole, etc. Donc, tu montes tes propres directs. Est-ce qu'on a forcément une vision différente dans ces cas-là quand on est aux manettes en post-production? Est-ce qu'on a une vision différente de la prise de son sur un plateau qu'un ingénieur du son Vous m'entendez? traditionnel? Oui, tout à fait, très bien. Oui. J'ai des problèmes de réseau. Ah. Est-ce que tu nous entends? Ça ne marche plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, je t'entends très bien. On t'entend très bien. Allô, allô? Oui. Bon, bah, Ken. Ouais, moi, oui. Est-ce que j'ai. Quand je fais la prise de son, je pense tout le temps à la post-prod, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est limite si je ne vois pas les pistes dans Pro Tools défiler devant moi, quoi. Ça veut dire que par exemple, quand on parlait tout à l'heure de mixdown et des choses comme ça, pour toi, c'est absolument pas la priorité, je suppose. Pardon, tu peux répéter? Je disais que lorsqu'on parlait tout à l'heure de mixdown et des choses comme ça, je pense que c'est une toute autre priorité dans ces cas-là que l'on a lorsqu'on a une vision qui est plus de l'ordre de la post-production. Disons que le mixdown, pour moi, il ne sert qu'à, et c'est très important quand je dis, c'est pour la vide. Je sais déjà que je n'utiliserai pas le mixdown. Tout à fait, parce que c'est toi aussi qui monte très certainement, enfin, de toute manière. Moi ou la personne avec qui je vais travailler, enfin, peu importe, mais en tout cas, j'aurai un œil sur le montage parole. Est-ce que là aussi, il y a une préparation des sessions par rapport à un prémix parole, par exemple, que tu fais au moment de la post-production? Non, ça dépend des films. Je suis bordélique, donc je change à chaque film. Est-ce que c'est une vision qui est propre, voilà, j'allais dire, à chaque film, à chaque manière de faire par rapport à un réalisateur? Ouais. Mais enfin, la session, honnêtement, par rapport au réalisateur, non, mais par rapport au film, oui. Chaque film a sa spécificité, donc j'adapte. Évidemment, j'ai une session plus ou moins de base, mais je m'aperçois qu'à chaque film, je change. Et même pendant le montage son, je change, j'ajoute, j'enlève. Voilà, il y a quand même des parties, notamment sur certains films que tu as pu faire, que j'ai pu voir également, notamment Climax, sur cette partie de plan séquence qui a duré, je ne sais même pas combien de temps il a duré, ce plan séquence du début. En tant que monteur son, comment est-ce qu'on arrive à, dans ces cas-là, imaginer la manière dont on va pouvoir faire la prise de son? Est-ce que dès le départ, sur ce type de film, il y a une organisation précise qui est faite avec une certaine vision pour la post-production par la suite?
comment est-ce que tu as réussi pour cette première séquence où il y a de la musique à fond la caisse, énormément de dialogue? Je ne sais pas combien vous avez dû avoir tu as dû poser de micro à ce moment-là. J'ai même l'impression que tu as dû se débrouiller de temps en temps avec de la perche. Comment ça s'est passé, par exemple, dans ce type de film? Bah, ça dépend de quelle séquence tu parles. Si tu parles de la séquence La séquence d'ouverture, en fait. Oui, de la danse. Oui. La danse, il n'y avait pas de prise de son. C'est que de la post-synchro. Il y avait une prise de son. Cool. Ouais. Il y avait une perche. C'était Jonathan qui mixait, qui perchait. Il prenait le clap. Voilà. Mais il n'y avait pas de prise de son. C'était impossible parce que les danseurs avaient besoin. C'est ce que j'allais poser comme question. Oui, tout à fait. Je pense que il y avait deux choses. C'est que j'aurais pu mettre des HF, mais ils dansaient. Donc et vu leur costume, c'était. Disons que ça n'avait pas. J'aurais pu peut-être récupérer 2-3 trucs, mais ça les aurait gênés. C'était très compliqué à planquer. Et au final, de toute façon, la musique était plus qu'à fond. C'est-à-dire qu'on pouvait difficilement mettre plus fort. Donc, on a fait le choix, j'ai fait le choix de ne pas mettre de HF. Et on a entièrement, on a tout refait en post-prod, post-synchro. Parce que bon, on aime beaucoup avec Gaspard Noé, on aime beaucoup la post-synchro. Donc, on fait beaucoup de post-synchro. On fait des sessions très, très longues de post-synchro avec les comédiens, on improvise, on essaye des choses. C'est une des questions que je voulais poser, merci Ken en tout cas, c'était une des questions que je voulais poser également aux personnes comme Jean-Pierre, des mixeurs ou Olivier. Là, Ken donnait l'exemple typique de la post-synchro, c'est-à-dire qu'au final, c'est l'ingénieur du son tournage qui s'occupe aussi dans ce cas précis de la partie post-synchro. Est-ce que vous faites appel parfois aux ingénieurs du son plateau pour faire de la post-synchro avec vous, pour faire un accompagnement ou une prise de son ou quoi que ce soit? Est-ce que ça arrive? Rarement. Jean-Pierre. Très rarement. Comme ça, j'ai pas de souvenir. Si, je crois qu'une fois, avec un ingénieur du son ami, il était venu très, très gentiment faire la perche, etc., avec les micros du tournage. Sur la question des micros du tournage, puisqu'on aborde aussi un peu cette question-là, moi, je suis un peu, comment dire, ma religion n'est pas totalement acquise là-dessus. C'est-à-dire que pour moi le résultat d'une post-synchro, c'est à 70 ou 80% le jeu du comédien. Voilà. Alors après, si on a le micro du tournage, je ne sais pas, moi j'utilise souvent un Shops cardio, tout simple, qui est neutre et qui me permet d'aller dans un sens ou dans l'autre. Après, quand c'est des micros très particuliers, genre Meet et tout ça, j'évite totalement de faire des post-synchro avec ça. Là. Je vais un peu plus loin que la question, excuse-moi. Mais voilà. Oui, vas-y. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus, que pour moi, ce n'est pas la panacée d'avoir forcément les micros du tournage. Moi, je sais que ça m'arrivait souvent de demander que ce soit l'ingé son ou le perchman du tournage qui viennent au post-synchro, parce qu'il y a des comédiens qui sont fragiles, qui ne sont pas forcément à l'aise avec la post-synchro, et c'est généralement la majorité d'entre eux. Ce n'est pas évident comme exercice. Et le fait d'avoir une personne qu'ils connaissent, qu'ils ont plaisir de retrouver, ça peut être pas mal. Ouais, tout à fait donc voilà, quand c'est envisageable, en tout cas, on essaie d'y penser. Et moi, ça m'est arrivé aussi de demander à faire des post-synchro sur les lieux du tournage, donc avec un ingé son, si ce n'est pas l'ingé son du tournage. Mais parce qu'effectivement, là aussi, faire des choses in situ, c'est quitter un auditorium où on n'est pas forcément à l'aise. Donc voilà, c'est faire finalement des sons seuls de texte, mais organisés et ultra précis. Avec un exemple. Merci Valérie. La question est toujours celle, en tout cas pour nous, ingénieurs du son, qui est celle, je dirais, de l'intégration en fait de la post-synchro dans la bande sonore des directs. Est-ce que, voilà, Jean-Pierre disait que lui, il avait un micro qu'il utilisait de manière constante pour l'ensemble. Est-ce que cette intégration est plus ou moins compliquée en fonction justement, tu disais Valérie, que
tu allais parfois sur le décor même, et ça, je suppose que c'est pour une histoire de raccord, parce que l'acoustique était compliquée, parce que ça le nécessitait. Alors non, Est-ce que… c'est pas pour des histoires de raccords d'acoustique, parce que ça, les mixeurs, ils ont des doigts et ils ont des outils pour le faire. Et en général, ils le font très bien. Non, c'est plus pour des raccords d'énergie. Parce que la chose la plus difficile à obtenir en post-synchro, c'est une liberté de jeu. Enfin, Katia va en parler. Je pense que c'est à elle qu'il faut poser la question le plus. Mais voilà, souvent, quand on est dans un Audi et qu'on est dans le noir, qu'on se voit sur 4 mètres sur 5 et que on s'entend, c'est pas du tout pareil que lorsqu'on doit faire quelque chose qui est porté à l'extérieur, par exemple. Mais Katia, Katia, je te donne la parole dans un instant. Je voulais juste voir avec Ken, parce que Ken, toi, comment ça se passe tes séances de post-synchro? Est-ce que tu vas effectivement sur le décor? Est-ce que tu as des trucs, des astuces à nous dire? Les deux. Sur le décor et en studio. Il n'y a pas de… Et c'est aussi une question d'énergie de comédien pour toi, ouais, essentiellement? c'est ça. Enfin, c'est jamais une question de prise de son, ou très rarement en tout cas. C'est qu'une question d'énergie. C'est même en studio, des fois sans l'image. Après, bon, ça peut demander un travail de recalage un peu plus complexe, mais on privilégie le jeu des acteurs, quoi. Donc, Katia, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Moi, c'est mon cheval de bataille, puisque je m'occupe aussi de post-synchro, souvent sur les films sur lesquels je travaille. Et du coup, effectivement, je pense que la clé, elle est là, en fait. Ce n'est pas une question de technique, etc. Parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai été beaucoup taclée sur ma technique anglo-saxonne pour les post-synchro. Et j'en reviens toujours au fait qu'on s'en moque de la technique. Si un comédien est plus à l'aise avec une calligraphie, avec une tape sur le dos pour démarrer ou je ne sais quoi qui l'aiderait à être à l'aise avec cet exercice qui est périlleux. Voilà, mon truc, c'est d'écouter, de faire réécouter surtout au comédien, de le remettre en situation, qu'il réécoute bien le direct, la musique de ce qu'il a fait, etc. Parce que j'imagine qu'après des mois, ce n'est pas évident, dans un studio, effectivement. On le met en condition, s'il veut avoir un bounce du montage son, de l'environnement sonore, notamment pour les extérieurs, on lui donne. On s'adapte à ses demandes et l'idée, c'est effectivement de trouver l'énergie, de le remettre en condition idéale pour qu'il retrouve cette énergie qu'il avait sur le tournage. Et je vous rejoins aussi sur le fait de l'équipe. Je sais que là, récemment, avec Erwan, sur le projet, on a eu le perchman du tournage qui est mis en post-synchro et on savait que ça allait être un atout pour nous et c'était très bien. Les comédiens sont à l'aise, effectivement rassurés de voir un visage familier et de se remettre dans cette condition-là. Tout ça, c'est bon pour effectivement remettre le comédien en situation. Et au-delà de la technique, je pense que la clé, c'est ça, c'est de le remettre dans son bain de tournage, quoi. Merci. Oui. Petite remarque, Stéphane. C'est vrai que sur un plateau, je pense par exemple, c'est le cas d'Adam Driver, mais il y a énormément d'acteurs qui ont vraiment besoin du mouvement quand ils jouent, le timing, la façon de jouer, et ils se rappellent en post-synchro de déplacement qu'ils faisaient, de timing, de mouvement de tête, etc. Et c'est vrai que là, la perche, c'est fondamental, parce que ça permet d'accompagner quelque chose de vie qui permet de retrouver quelque chose de plus juste. Olivier, tu es d'accord avec… Avant de passer la parole à Jocelyn qui avait une question, mais Olivier, tu es d'accord également sur ce point? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors, avec tout ce qui a été dit, moi, je ne suis pas non plus sur la religion du même micro exactement que la prise de son. Parce que d'abord, l'environnement est complètement différent. La plupart du temps, de plus en plus, les auditoriums sont acoustiquement très neutres ou très peu, assez sourds. Et puis, pareil, c'est l'énergie de l'acteur qui compte. Donc, je suis absolument d'accord aussi avec l'idée qu'il faut un perchman parce que il faut qu'il puisse bouger, sauter en l'air, se rouler par terre s'il le faut. Et voilà. Et sinon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là. Merci Olivier. Jocelyn, tu avais une question. Oui, c'était une question pour les gens de la post-production, notamment les mixeurs, pour intervenir assez ponctuellement en post-prod sur des enregistrements de post-synchro. Je suis toujours assez sceptique comment d'une équipe à une autre, en fait, l'intervention du perchman peut varier, puisqu'effectivement, vous parliez de l'aspect psychologique de la présence d'un assistant par rapport aux comédiens qui voient quelqu'un de connu. C'était plus sur les outils utilisés, à savoir
je trouve que quitte à faire revenir un perchman, autant faire revenir le kit qui a été utilisé au tournage si c'est la demande du mixeur. Et souvent, on arrive à des compromis. Un tout petit peu étonnants sur le choix, par exemple, du HF qui va moduler et démoduler le son, ou le choix des micros utilisés au moment du tournage. Je ne sais pas si je suis très clair. Absolument pas. Ok. Alors, Non, mais- en gros, parfois, on nous demande d'intervenir en post-synchro en venant, par exemple, que avec le micro-cravate sans avoir l'émetteur-récepteur HF qui va avec, qui quand même colore le son en partie. Et effectivement, c'est à géométrie très variable entre les différents mixeurs de savoir si on revient avec le kit complet du tournage, à savoir micro plus émetteur-récepteur plus micro HF et éventuellement écoute pour le réalisateur, qui se remettent dans le même esprit que le tournage, ou si justement on intervient uniquement en venant faire le pied de micro amélioré, entre guillemets, puisqu'on peut être mobile au moment de la prise de son. Alors Mais il y a ce Olivier que et disait Jean-Pierre, qui vont répondre. Ce que disait Ken, c'est la prise de son, à la limite, presque, je ne dirais pas qu'on s'en fout, mais presque, c'est l'énergie de l'acteur qui va compter. Et puis, par ailleurs, sur la technique, est-ce que ça doit être le même perchman? Moi, je pense que la technique de perchman en Audi, ce n'est pas exactement la même. Sur le plateau, on va chercher à être le plus proche possible, au bord du bord cadre et tout ça. En auditorium, c'est presque, c'est très très différent. Il va falloir aussi faire les plans, enfin préparer les plans, c'est-à-dire s'éloigner en fait. C'est presque un réflexe inverse. Donc voilà. C'est pas même détimbrer des fois c'est utile. Enfin, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Olivier ne fait pas tout à fait le même travail de perchman, mais je pense qu'un perchman de tournage se fait très vite à la question de la post-synchro. Enfin, il ne me semble pas que ce soit non plus oui, bien sûr, mais irrémédiable. Après, pour revenir à tout ce qui a été dit, moi je suis entièrement d'accord, puisque je l'ai déjà un petit peu dit, que pour moi, une post-synchro réussie, effectivement, l'apparition de mettre un micro-cravate en post-synchro est indéniablement un apport, puisqu'on raccorde avec des prises de son qui, les 3/4 du temps, l'utilisent. Mais l'essentiel de l'essentiel, c'est l'acteur, et de le mettre effectivement en condition, c'est de la direction d'acteur. Et possiblement, et là j'abonde là-dedans, le mettre en situation, l'acteur d'être plus, comment dire, plus confortable, un petit peu plus en sécurité. Ça peut être que bien, mais 80% du résultat d'une post-synchro, c'est l'acteur qui le produit. Jocelyn, encore une petite question, et après je voudrais juste qu'on parle également des ambiances un tout petit peu également dans ce débat. Steven, oui. Oui, excuse-moi, juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre. Il y a quelque chose de très juste et de très important dans ce que tu as dit, Jean-Pierre. C'est en post-synchro, le comédien revient pour faire quelque chose qui le terrorise pour beaucoup. Il y a beaucoup de comédiens qui détestent absolument la post-synchro parce que c'est quelque chose où ils ont tellement peur de ne pas réussir, et c'est pour ça que souvent les gens disent la post-synchro c'est moins bien ou c'est pas bien, ce qui est faux. On peut faire des post-synchro qui sont aussi bien, voire meilleurs que du direct en termes de jeu, hein, je parle pas d'autre chose. Et donc les comédiens sont terrorisés par rapport à ça, et donc il faut prendre en compte cet état d'esprit quand les gens arrivent en studio de post-synchro. Et que ce soit là, je pense que c'est plus important qu'un comédien se sente bien quand il arrive en post-synchro, qu'il se sente soutenu, que d'avoir tel ou tel nombre de... Parfois, il y a trop de gens sur une post-synchro. Dès que c'est un comédien un peu connu, d'un seul coup, vous avez le directeur de prod, vous avez le producteur qui passe. Si en plus, il y a un perche, un stagiaire, un truc, c'est trop de monde dans un studio de post-synchro. Pour un comédien sauf quelques cas, bien sûr, où des comédiens sont à la fois extrêmement habiles et doués et puis à l'aise pour la post-synchro, mais parfois ils sont vraiment pas à l'aise et ils aiment pas ça. Donc il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que le plus important pour avoir les 80% de réussite de la post-synchro, c'est qu'ils viennent du jeu du comédien, c'est qu'il faut que les comédiens soient à l'aise. Et après, les micros, les trucs, effectivement, c'est une considération, on va dire, pas optionnelle, parce qu'on est quand même là pour apporter notre partie technique au travail, mais j'ai quand même l'impression que c'est souvent quelque chose de négligé. Et quand on a des comédiens, mais j'ai déjà vu une séance de post-synchro où, je ne sais pas, ils étaient 8 dans l'audi,
Et à un moment, le comédien, il n'y arrivait pas, il s'énervait, tout le monde s'énervait. C'était un truc dans une langue qui n'était pas sa langue naturelle. Et il y a un moment, il faut juste pas oublier que le comédien n'aime pas ça, en règle assez générale, en tout cas de ce qu'on a pu constater, et qu'il faut le soutenir. Et le soutenir, parfois, c'est lui donner l'intimité dont il a besoin pour sortir ce qu'il a à sortir. Sur un plateau, c'est quelque chose d'habituel pour eux. Sur un plateau, c'est une situation qui est normale. L'audi de post-synchro, comme disait Valérie ou comme disait Jean-Pierre, c'est un endroit qui d'un seul coup est extrêmement, presque trop intime, qui est extrêmement calme dans le noir. Il y a la clim où il y a le chauffage. Et donc, il faut aider, je pense. Faut pas oublier qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment les aider dans ce sens-là. Voilà. Merci Steven. Tu avais une question éventuellement, Jocelyn? Non, c'était juste pour finir. Donc, vous considérez quand même que l'apport technique par exemple, du préamp utilisé en tournage et de l'émetteur-récepteur HF reste superflu dans le cadre de tout ce qu'on vient de dire? C'est pas le plus important. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Bon, moi je reste en tout cas persuadé que peu importe, j'ai envie de dire, les moyens techniques, utiliser effectivement micro, pas micro, HF, pas HF, je crois qu'il est extrêmement important tout de même que l'intégration, en tout cas de la post-synchro au sein d'une séquence d'un comédien est quand même tout à fait primordiale. Il m'est arrivé quand même quelquefois, et par contre, je voudrais dire à Olivier qui est avec nous, que j'étais hyper heureux des séances de post-synchro et de la manière dont les post-synchros sont intégrés sur notre dernière collaboration. Mais en tout cas, pour moi, il est extrêmement important, bien entendu, que ça passe vraiment impeccablement, que toutes ces intégrations se passent, qu'on ne les entende pas, en fait, en quelque sorte, et que ça ne choque pas. Mais bien évidemment, Olivier, tu as raison, c'était à 80% les histoires de jeu, en fait, des comédiens et de la manière dont ils peuvent, eux aussi, pouvoir réintégrer leur performance dans un dialogue. C'est tout à fait évident. On arrive bientôt à la fin. Il y a une chose quand même qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a très très peu de post-synchro. Oui. On n'en fait quasiment pas, effectivement. C'est souvent des changements de texte ou des problèmes d'intention de jeu. Pour des questions techniques, franchement, aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Il faut vraiment avoir tourné près d'une écluse avec un costume en plastique, un kawaii, et voilà, pour qu'on fasse de la post-synchro. Très bonne remarque. Une série sur la plage en Martinique et en Guadeloupe, il y avait 30% de post-synchro. Bon, il y avait beaucoup de post-synchro pour le jeu, mais ouais, effectivement, on a des situations, encore aujourd'hui, des endroits, des lieux de tournage qui font que par rapport à l'histoire à raconter, ça devient complexe. Excuse-moi, juste, on a zappé un petit sujet qui était très intéressant, qui intéresse beaucoup de monde, c'est savoir pré-post. Tout à fait, j'allais y venir avant qu'on finisse. J'allais y venir justement parce qu'il est bientôt midi et vous savez que midi c'est l'heure de l'apéro puisqu'on est tous chez soi et que c'est le moment où voilà, on va sortir la petite bouteille. Hein. Je pense que ça fait partie de notre métier aussi. Hein. Nous sommes, voilà. Oui, pré-post. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous, Katia en particulier peut-être sur elle qui recueille tout de suite tous les monteurs son en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire du fameux pré-fader, post-fader? Katia? Moi, on m'a très régulièrement posé la question. Après, c'est des gens qui avaient l'habitude de travailler longtemps, enfin qui ont souvent travaillé en poste. Et moi, je leur disais, mais faites comme vous sentez une fois de plus. Si vous vous sentez à l'aise et que vous vous sentez sur le projet, si c'est possible. Et parce que eux, leur hantise, c'était de louper un truc, effectivement, s'il y a vraiment beaucoup d'intervenants à ce moment-là. Et je comprends qu'on ne veuille pas prendre de risques. Moi, ça me plaît aussi d'avoir une proposition dans le sens de ce qu'on disait au départ. C'est-à-dire que travailler en poste, si on connaît bien le texte et que l'ingénieur du son, peut-être un peu à l'ancienne, mais en tout cas propose quelque chose avec ça, moi, je suis tout à fait partante. Je ne suis pas pour le systématisme, genre oui, non, mettez tout en pré, et puis moi, je balayerai derrière, quoi. Non, Steven? pas trop. Comment dire, personnellement, je suis depuis longtemps un demandeur, si ce n'est défenseur du pré. Parfois, on va dire historiquement, pour des mauvaises raisons, qui sont
qu'on a des niveaux qui varient en permanence parfois sur certains micros. Le fait de mixer en temps réel pour un mixdown, pour avoir la meilleure, on va dire, intelligibilité possible, pour le mixdown et donc maintenant, on va dire, pour la salle de montage, fait que il y a parfois des petites erreurs qui se fissent plus ou moins ou de manière plus ou moins constante ou pas, selon l'ingénieur du son, selon ses réflexes, selon que les comédiens sont dans des timings très proches à chaque prise ou pas. Donc on se retrouve parfois, encore heureusement, avec des prises de son, avec des grosses variations. Parfois, je dis vraiment grosses variations, dues en fait, à l'ouverture des faders sur la console de tournage. Et parfois ça bouge en permanence. Parfois, c'est très bien et on se dit, ouais, c'est génial, ça marche. Et puis, la majorité des situations, on se retrouve plutôt à batailler. En tout cas, mes collègues du montage direct se retrouvent un petit peu à batailler, à devoir redessiner parfois des choses en termes de courbe de niveau pour rattraper parfois certains petits retards ou des choses comme ça, on va dire, à l'allumage. Merci Steven. Je voudrais juste avoir l'avis d'un ingénieur du son un petit peu, mon ami François de Morand, que j'aime bien avoir. Et après Jean-Pierre, je voudrais te laisser parler par rapport à ça aussi. François, cette histoire de pré ou post qu'on traîne depuis, je sais pas, depuis que je te connais, mais alors, 30 ans. c'est-à-dire que moi, je fais partie des dinosaures. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'ai commencé à faire des films où on avait une seule piste. Donc, le problème était réglé d'office. Ensuite, pendant très longtemps, j'avais 2 pistes, donc là aussi. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me défaire de l'habitude de travailler en poste parce que j'ai l'impression que c'est mon travail. Et que si maintenant le travail de l'ingénieur du son de direct, c'est de poser le mieux possible des HF, de surveiller une perche, tout ça à 0 vue, me semble en termes de motivation beaucoup plus faible. C'est tout. Mais je comprends évidemment pour des raisons pratiques, pour des raisons de temps, pour des raisons de pression, que évidemment il ne faut pas être idiot. Et en même temps, je dis ça, mais je pense que inéluctablement, on va dans une logique de travail en préfadeur. Pourquoi? Parce que soyons très clairs, vous pouvez être le meilleur ingénieur du son. Quand vous avez 14 HF et 3 perches, plus une ambiance qui roule, personne ne me fera croire qu'il peut mixer ça en direct avec des impros et en répétourne sans faire d'erreur. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être idiot non plus, et que la seule solution de parer à cette organisation-là, c'est d'être en prêt. Mais voilà, moi, je sais que majoritairement, je suis en poste. C'est une habitude que j'ai du mal à défaire, et je renacle pour passer en prêt. Mais je comprends bien que la logique est d'aller là. Moi, je dirais que je suis assez d'accord avec François, mais d'abord, c'est le choix de l'ingénieur du son de travailler, et sûrement en fonction des cas de figure, même dans un même film, en pré ou en post. Après, l'intérêt de travailler en post, oui, c'est de pouvoir avoir le point de vue de l'ingénieur du son, enfin le point d'écoute de l'ingénieur du son. Mais on pourrait parler aussi donc encore une fois, moi là-dessus, j'ai pas de religion. Pour moi, c'est comme le micro, le choix du micro, ça appartient à l'ingénieur du son. Je vais jamais demander à un ingénieur du son de travailler plutôt avec tel micro ou tel micro. S'il me demande mon avis, je lui donnerai. Par exemple, j'aime pas le TMIT, je lui dirai. Mais s'il veut travailler au TMIT, c'est lui qui est responsable de son travail, donc je vais jamais me mêler de ça. Ce que je voulais dire simplement, c'est que ce dilemme-là, il peut être possiblement résolu par la question de l'automation, parce que c'est une arlésienne actuellement, je crois qu'Aton oui, tout à fait. Est à peu près prêt à le mettre quasiment, oui. Mais c'est compliqué pour les histoires d'AF, enfin, puisqu'ils veulent être compatibles avec le principe AF. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais s'il y avait effectivement possibilité d'avoir une automation, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir à la fois un mixdown et en même temps des gens qui ne se risquent pas effectivement, parce que c'est impossible de ne pas faire d'erreur quand tu as autant de sources, livrer quelque chose qui puisse être rattrapable. Voilà. Ou quitte, si eux ont décidé que seul le live comptait et que le risque était le sel de leur travail, de pouvoir supprimer l'automation et travailler normalement. Pour rebondir également sur ce que vient de dire Jean-Pierre sur le côté rattrapable, c'est-à-dire sur le côté erreur possible faite par l'ingénieur du son, il y a également la possibilité importante, pour moi en tout cas, qu'un réalisateur puisse aussi, lui, au moment du mixage, dire « Ah ben tiens, j'aimerais plutôt entendre ce off » ou cette personne qui vient de rajouter, cet acteur qui vient de rajouter un texte qui n'était pas prévu, j'aimerais qu'on l'entende un peu plus fort, un petit peu moins fort. Et je pense que dans un certain type de mixage, notamment en post, etc., cette possibilité-là ne lui est
pas offerte, en quelque sorte, n'est pas possible. Ce que je trouve extrêmement dommage, puisqu'un réalisateur a aussi le choix, lui, à un moment donné, de se dire que peut-être que le point de vue qui avait été adopté sur le tournage par l'ingénieur du son n'est pas forcément celui, au final, que je souhaite garder au niveau de la post-production. Il a le droit aussi, le réalisateur, d'adopter un autre point de vue en Oui. post-production. Et aussi, comme on disait auparavant, aujourd'hui, bon, le nombre de micros, c'est évident qu'il ne permet pas de tout gérer en même temps. Et aussi le truc du multicam. On parlait tout à l'heure avec Valérie du point de vue sonore avec les multicams. Effectivement, comment avoir un point de vue juste puisqu'on ne sait pas quelle caméra va être montée au montage. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est de plus en plus compliqué de travailler en poste, effectivement, pour cette souplesse-là. Voilà, écoutez, on arrive à son terme. Nous arrivons à midi. C'est l'heure de l'apéro. Et c'est con parce que si on était tous ensemble, on pourrait aller boire un coup. Stéphane, je voulais juste redire un tout petit mot sur la préparation parce que je n'ai pas pris la parole tout à l'heure. Je voulais juste réagir sur... en fait. Ouais, bah non, bah je découvre un peu. C'est juste qu'il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment faire un travail de pédagogie en pré-production parce que d'abord, c'est vrai que tous les acteurs de la chaîne ne sont pas réunis. Qu'il y a film et film, il y a des réalisateurs qui ne sont pas du tout sensibles au son au cinéma, il y a des directeurs de production qui sont très warriors et qui pensent qu'à économiser du pognon, etc. Et il faut vraiment faire un travail considérable pour arriver à sensibiliser les gens sur ce qui est important, de ne pas lâcher au tournage, notamment, c'est vrai, les sons de foule, le temps à prendre pour certains sons typiques. Et là, c'est vrai qu'il n'y a rien qui remplace de solliciter les autres personnes qui vont participer si elles sont présentes et d'arriver vraiment, des fois c'est contre nature, mais il faut arriver vraiment à faire des réunions et que tout le monde soit capable de venir soutenir aussi la prise de son à ce moment-là parce que franchement, il y a des moments où on est vachement tout seul dans la phase de préparation. On n'est que deux et en face, il n'y a que des gens qui représentent des enjeux beaucoup plus coûteux pour la production et qui sont beaucoup plus pris au sérieux. Oui, mais il faut leur faire comprendre aussi que ça, c'est un gain par la suite économique. Exactement. Et tout ça après, ça demande plus d'énergie, plus de temps, donc plus d'argent aussi.